question à Bernard. Non, j'ai eu un chiffre. On va passer au direct. 564 personnes. Oui. Au global, ok, super. Bonjour, heureux de vous retrouver après cette première séquence d'ateliers pratiques et de modules d'appui à la professionnalisation. Vous êtes nombreux ce matin à nous avoir rejoints pour cette seconde édition de l'Université du réseau des référents handicap. 564 participants sur nos opérations. C'est d'ores et déjà un beau succès. On va continuer notre matinée en ouvrant le cycle des conférences avec la première conférence de cette matinée, conférence que nous organisons en partenariat avec Le Monde et qui s'intitule donc « Quel monde du travail demain ? Quelle place pour le handicap ?» avec 3 tables rondes, 3 intervenants par table ronde, un très beau plateau qui sera animé par Emmanuel Davidenkov du Monde et Isabelle Henbel du Monde, autour des thématiques suivantes. Qui travaillera demain ? Et donc, quelle place, évidemment, au handicap dans le travail demain ? Quelles sont les nouvelles formes de travail ? On va s'interroger aussi, évidemment, dans le contexte actuel, plus particulièrement au télétravail. Et puis, question autour, évidemment, qui nous intéresse tous, du sens au travail. Alors, Emmanuel, Isabelle, est-ce que vous m'entendez ? Bonjour. Bonjour, on vous entend haut et clair, Hugues. Comment ça va à Lyon ? Très bien, ça va. Bien. Il ne manque que vous et que les participants. Mais vous nous manquez tous. Voilà, mais nonobstant, évidemment, nous avons tenu à maintenir cette conférence. Tous les intervenants sont à distance. Voilà, je vous souhaite une très belle conférence, Emmanuel et Isabelle, et je vous dis à tout à l'heure. Merci beaucoup, Hugues. On va rentrer alors dans le vif du sujet, puisque finalement, sur les règles du jeu, le cadre général, Hugues vous a dit absolument l'essentiel. 3 temps donc, et le premier de ces temps, on l'a intitulé « Qui travaillera demain ?» C'est une thématique qu'on aurait pu employer à n'importe quel moment, mais qui, en cette période de pandémie, prend une signification toute particulière, puisqu'on sait que souvent des personnes qui sont fragiles face à l'emploi ont souffert plus que d'autres des effets de la crise, des effets de la pandémie. Ça s'est vu sur un certain nombre de chiffres d'ailleurs. On avait fait un supplément là-dessus à l'occasion de la précédente université des référents handicap. Ça s'est vu sur les chiffres de l'emploi des personnes en situation de handicap. Alors, qui travaillera demain? Pour en parler avec vous, nous allons accueillir Hélène Garner, qui est directrice du département emploi à France Stratégie, Aline Crépin, qui est directrice innovation sociale et affaires publiques au sein de Randstad, et également directrice générale de CLIF, qui est une entreprise adaptée de travail temporaire du groupe Randstad, et Arnaud de Broca, qui est président du collectif Handicap, qui rassemble une 50aine d'associations. Je vous présenterai évidemment au fur et à mesure les intervenants suivants. 3 séquences d'une durée à peu près équivalente, j'ai dit, pour discuter avec vous. Alors j'espère que ce n'est pas qu'une clause de style. Vous êtes, Hugues l'a dit, plus de 500 actuellement. Vous pouvez poser des questions dans la zone de dialogue. Évidemment, on ne pourra pas prendre 500 questions, encore moins 1000 si chacun a 2 questions, mais on va quand même essayer de créer un échange entre vous et nos intervenants à la fin de chaque grande séquence. Je me ferai votre interprète. Mais dans un premier temps, on va poser les termes du débat, de ce fameux « Qui travaillera demain ?» Et je passe la parole à ma consoeur Isabelle Henbel. Merci Emmanuel. Hélène Garner, vous ouvrez le bal. Quelles sont les grandes mutations dans le monde du travail et quel type de métier cela peut-il faire émerger pour les personnes en situation de handicap en particulier?
Hélène, qu'on n'entend pas, mais qu'on va entendre dans quelques instants en direct de ce superbe frigo rouge lié à la grande solidarité d'Hélène vis-à-vis de ses enfants qui sont confinés actuellement. Voilà, ça marche, je pense. Vous êtes l'explicateur. Ça fonctionne, Hélène? Ça fonctionne, vous m'entendez? Oui. Parfaitement. Est-ce que vous m'entendez? Très bien, merci. Excusez-moi pour oui. ce problème de micro. Merci beaucoup de m'avoir invité. Donc, je vais vous parler effectivement d'un exercice de prospective qu'on conduit tous les 5 ans environ avec la DARES, le ministère du Travail. Donc, c'est un exercice de prospective des métiers et des qualifications. Le prochain, il sera sur les métiers en 2030. On le publiera d'ici à la fin de l'année. Qu'est-ce qu'on fait dans cet exercice? On essaye de prévoir l'évolution des métiers en volume, ceux qui vont augmenter, ceux qui vont décliner, en s'appuyant d'une part sur ce qu'on sait de la vie de ces métiers et d'autre part sur des hypothèses macroéconomiques pour les 10 ans à venir. Le taux de croissance, la productivité du travail, le taux de chômage, les évolutions démographiques, comme évidemment les évolutions de la population active. Donc, pour chaque métier, on va projeter 2 choses. Les départs en fin de carrière, donc compte tenu de l'âge des salariés actuels sur les 10 années à venir, on sait à peu près combien vont partir chaque année à la retraite. Donc, c'est à la fois ce qui est le plus stable, c'est ce qu'on prévoit le mieux et c'est ce qui joue le plus. Sur environ 800 000 postes à pourvoir chaque année, plus de 80%, ce sont des départs en fin de carrière. Donc, c'est le gros des postes à pourvoir, ce seront les départs à la retraite. Et puis, l'autre élément, ce sont les créations, les destructions d'emplois qui sont liées aux prévisions économiques et aux trends observés dans le passé. Donc, on a évidemment là l'impact des mutations écologiques, numériques, mais aussi la vie des secteurs en général, que ce soit l'agriculture, le tertiaire, la croissance du tertiaire, la baisse de l'industrie et des éléments démographiques. Donc, on mélange tout ça et on observe quels seront les métiers les plus dynamiques à l'avenir. Et dans l'exercice précédent et certainement dans celui qui sera à venir parce qu'on est sur des tendances lourdes, on observe que les métiers les plus dynamiques, ce seront des métiers qualifiés, des métiers de cadre du privé, qui soient commerciaux, comptables, financiers, administratifs ou cadres de l'informatique et ingénieurs. Et les métiers du care, notamment les métiers d'infirmiers, aides-soignants, aide à domicile. Donc, tous ces métiers, ce sont des métiers qui sont appelés à croître du fait des évolutions économiques et démographiques. Et donc, avec ces 2 informations, toutes les personnes qui vont partir à la retraite et toutes les créations, destructions d'emplois en fonction des évolutions conjoncturelles qu'on prévoit, on détermine par métier les postes à pourvoir réellement chaque année. Et donc, par exemple, on aura des différences pour les agriculteurs. On voit que les postes à pourvoir, ils sont inférieurs au départ en fin de carrière parce qu'il y a beaucoup de non-remplacements qui correspondent en fait à des destructions d'emplois. Et à contrario, pour des postes, par exemple, dans l'informatique, les ingénieurs informatiques, les créations de postes, elles seront supérieures au départ en fin de carrière parce que d'une part, ce sont des métiers jeunes et d'autre part, ce sont des métiers porteurs, c'est-à-dire avec beaucoup de création d'emplois. Donc, j'évoquais les 2 grandes mutations que sont la transition numérique et la transition écologique, qui sont 2 tendances importantes pour les 10 ans à venir et pour l'évolution des métiers en volume, mais aussi dans le contenu même des métiers. Parce que ces 2 mutations, elles vont impacter la manière dont on travaille, à la fois les compétences nécessaires pour les exercer, mais aussi évidemment les formes de travail. Vous y reviendrez plus tard dans la matinée. On le vit tous les jours aujourd'hui, hein. Plus de travail à distance, plus d'usage du numérique et aussi plus d'interaction avec les outils informatiques. Pour les métiers en lien avec la transition écologique, oui. Non, allez-y, encore quelques secondes, Hélène, effectivement. Je sais que vous avez un vaste programme. Oui, voilà, pour les métiers... juste, je conclue sur les métiers en lien avec la transition écologique. Ce sont essentiellement les métiers dans le BTP, donc la construction, l'agriculture et l'agroalimentaire qui seront les plus porteurs à 10 ans en lien avec le respect de notre trajectoire bas carbone. Merci Hélène pour cette présentation. Aline Crépin, vous êtes directrice générale de CLIF, on l'a dit, hein, c'est une entreprise adaptée de travail temporaire qui est vraiment novatrice. Vous fêtez vos 1 an. Alors justement, quel type de métiers en intérim ont aujourd'hui le vent en poupe et surtout demain, à quel type de métier peut-on s'attendre en intérim et qui concernerait évidemment les personnes en situation de handicap?
Bonjour à toutes et à tous et merci Isabelle. Oui, comme vous le rappeliez, on fête les 1 an de Cliff. C'est une entreprise adaptée de travail temporaire. C'est vraiment une nouveauté, hein, puisque c'est une expérimentation d'État. Et peut-être je voulais vous faire part en premier lieu de peut-être des bonnes surprises que nous avons eues dans la création de cette EATP. Puisque mettre des personnes en situation de handicap à l'emploi, on le faisait déjà dans nos réseaux traditionnels, Randstad, Expectra ou autres, mais on a pu constater en fait que certaines idées reçues qu'on pouvait avoir, même dans les réseaux de travail temporaire traditionnels ou dans les entreprises plus classiques, en fait, ces idées reçues-là ne tenaient pas tellement la route face à cette nouvelle forme d'entreprise de travail temporaire spécifiquement dédiée aux personnes en situation de handicap. Et notamment parce que on a eu le plaisir de voir arriver beaucoup de personnes qualifiées, même parfois très qualifiées, dans nos candidatures. Ce qu'on avait beaucoup de mal à attirer, je pense, dans les réseaux traditionnels et ce qu'on entend beaucoup chez nos clients, de difficulté d'attirer des personnes en situation de handicap sur des postes qualifiés et très qualifiés. Bien entendu, on a aussi des candidats plus col bleu qu'on s'attendait plus naturellement à avoir assez facilement. Mais force est de constater que justement, on a des personnes qui ont eu un accident de la vie, éventuellement, qui ont un handicap qui est survenu au cours de leur carrière professionnelle et qui n'hésitent pas à venir tenter une nouvelle forme d'emploi pour reprendre contact avec le marché du travail et s'insérer dans l'emploi durable, puisque c'est vraiment l'optique dans laquelle on s'inscrit. Donc, en entendant ce que disait Hélène tout à l'heure sur les métiers de la transition numérique et de la transition écologique, qui souvent demandent aussi un certain nombre de compétences, de qualifications, notamment dans le numérique, en tout cas, par rapport à ce qu'on constate, nous, au quotidien, on a les candidats qui conviennent pour ce type de poste de demain. Alors, on va aussi en accompagner d'autres, hein, puisque c'est le but d'une EATT, de pouvoir former vers les métiers de demain. Merci Aline. On a très rapidement une question de Nelly de Féligonde qui nous demande les coordonnées de l'entreprise adaptée que vous venez de présenter. Qu'est-ce qu'on peut dire? Cliff.fr ou très rapidement? Alors, il faut taper Cliff. Effectivement, c'est Cliff par Randstad. Donc, on est accessible sur le site de Randstad. On est pour le moment en Île-de-France, mais nous allons ouvrir sur Lyon. Donc, je suis hyper frustrée de ne pas être parmi vous à Lyon, puisque c'était aussi l'occasion d'être sur ce terrain sur lequel nous allons ouvrir. Merci beaucoup Aline. Arnaud de Broca, quel est à ce jour l'impact de la crise sur l'emploi des personnes en situation de handicap et puis surtout quels risques se dessinent pour ces personnes demain? Bien, bonjour à tous et merci à la GFIP d'avoir invité le collectif handicap qui, comme ça a été dit en introduction, regroupe 50 associations nationales de personnes en situation de handicap. Et pour nous, la question de l'emploi a effectivement été au cœur de nos préoccupations pendant toute cette crise, qui n'est pas finie, mais enfin au moins dès le mois de mars, avec la question de l'accès aux soins. Accès aux soins et emploi ont été nos deux sujets de préoccupation. Alors, c'est peut-être un peu tôt pour avoir des retours complètement chiffrés sur l'impact. Nous, en tout cas, les retours que l'on a du terrain, de nos associations, c'est quand même des craintes majeures sur l'impact de la crise sanitaire et de la crise économique qui va suivre et qui suit déjà, à la fois en 2020, en 2021, mais aussi dans la durée.
Alors, dès 2020, je dirais dès le premier confinement, les difficultés ont beaucoup été et portées sur cette fameuse transition numérique qui a été citée là et dans laquelle on peut mettre, je pense, le télétravail. Et on a vu à quel point le télétravail pouvait à la fois faciliter le maintien en emploi d'un certain nombre de travailleurs handicapés, mais aussi le rendre beaucoup plus compliqué ou exclure encore plus dans un certain nombre d'entreprises les travailleurs handicapés parce que les logiciels n'étaient pas accessibles, parce que la visio, contrairement à aujourd'hui, qui est sous-titrée et traduite en langue des signes, ce n'est pas le cas dans toutes les entreprises, dans toutes les réunions d'équipe, dans toutes les réunions avec dans le monde de l'entreprise. Donc, ça peut être effectivement, ça a pu être pour un certain nombre de personnes excluant. Et en tout cas, c'est les retours que l'on a pu avoir. Alors, l'impact dans la durée, on verra bien. Il faut forcément s'adapter. Et il va falloir surtout faire comprendre, je pense, à beaucoup d'employeurs, ceux qui sont là, mais aussi tous ceux qui ne sont pas là et qui sont peut-être moins directement impliqués, à quel point le handicap n'est pas forcément un facteur de vulnérabilité dans un monde de demain où peut-être on aura de plus en plus d'épidémies comme celle-là, ou en tout cas celle-là n'est pas finie, ou en tout cas ça va peut-être devenir une réalité de notre quotidien, et donc dans laquelle il faut effectivement pouvoir penser l'accès et le maintien en emploi des travailleurs handicapés dans ce contexte sanitaire et économique compliqué. Merci Arnaud. Emmanuel, est-ce que tu souhaitais reprendre la parole ? Voilà, effectivement, juste une mini-question à laquelle, Arnaud, vous avez en partie répondu, mais qui a été posée par plusieurs intervenants à Hélène. Les chiffres que vous donnez, les chiffres sur lesquels France Stratégie travaille, sont des chiffres d'avant la crise. Hélène Garner. Dont il faut ouvrir le micro. Non, je pense que votre micro est ouvert, mais c'est... C'est bon, je pense que ça marche. Donc, c'est un exercice qu'on avait effectivement finalisé avant la crise, qu'on s'apprêtait à rendre public. Et puis, la crise est arrivée, ce qui nous oblige à revoir toutes nos hypothèses macroéconomiques. Et donc, effectivement, les chiffres que je citais sont ceux d'avant-crise, et notamment de l'exercice précédent. On republiera des choses en fin d'année, mais ce qu'on observe sur les métiers, contrairement à ce qu'on entend parfois, c'est qu'en fait, il y a une grande stabilité des métiers. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui changent à l'intérieur des métiers, mais quand on regarde les exercices de projection qu'on a fait dans le passé avec ce qui s'est réalisé, en réalité, on n'est pas très éloigné. Donc, effectivement, la crise, l'impact est tel que ça nous oblige à revoir nos hypothèses et à formuler certainement des scénarios plus typés que ce qu'on avait prévu de faire en fonction des hypothèses de sortie de crise. Et on voit que l'impact sectoriel de la crise sur certains secteurs sera certainement très important et à plus long terme. Donc, ça nous oblige à revoir nos scénarios, effectivement, et toutes nos projections. Mais sur la montée en qualification des postes, sur les métiers du care et sur les métiers en lien avec la transition numérique, ça, ce sont des tendances lourdes qui ne devraient pas être affectées par la crise. Merci Hélène. Aline Crépin, la crise, on l'a vu, a modifié évidemment nos façons de travailler, évidemment avec ce fameux télétravail. Comment voyez-vous évoluer l'accessibilité aux métiers de demain, Aline ? Alors, c'est vrai que le télétravail a bien entendu des inconvénients, mais on a pu aussi observer que ces habitudes de travail à distance pouvaient favoriser aussi l'intégration de personnes avec une mobilité un petit peu réduite. Donc, en tout cas, nous, pour nos candidats, on a eu plutôt des bonnes surprises, là encore, sur l'effet de tout ce que les entreprises ont mis en place pour pouvoir justement travailler à distance, qui était pour beaucoup pas du tout possible. Des choses qui n'étaient peut-être pas possibles avant crise sont désormais possibles, même si je ne minimise pas du tout l'impact que la crise peut avoir aussi sur l'exclusion d'un certain nombre de personnes et sur la difficulté d'accès à l'emploi. On peut dire quand même que sur certains métiers qualifiés, les nouvelles organisations du travail peuvent être facilitantes.
De la même façon, on notait aussi l'évolution technologique. On a aussi de plus en plus de facilitation sur des métiers pénibles, par exemple, sur lesquels la technologie peut apporter des éléments de solutions, notamment sur des ports de charge. Et puis, on a aussi tout ce que les nouvelles technologies facilitent, là encore dans les métiers tertiaires, sur justement l'accès aux tableurs, l'accès à tous les logiciels sont aujourd'hui accessibles, même pour des personnes peu voyantes ou malvoyantes. Donc, on a quand même une facilitation du travail. On peut désormais exercer des compétences en ayant justement moins de freins dans l'accès à l'emploi. Merci Aline. Arnaud de Broca, en 1 minute, on va très vite. On entend souvent dire que les métiers manuels et peu qualifiés, dans lesquels les personnes en situation de handicap sont nombreuses, on le sait, risquent de disparaître demain. Alors comment on peut anticiper cela et adapter métiers et formations? Et vous avez 1 minute pour nous répondre, Arnaud. En 1 minute, je vais régler tous les problèmes. Voilà. Non, mais au-delà de ça, effectivement, ça a été redit tout à l'heure, on va vers des métiers de plus en plus qualifiés. Et donc, ça pose évidemment la question de comment on accompagne les travailleurs handicapés qui sont actuellement et qui sont compétents et qui trouvent leur satisfaction dans leur travail, dans des métiers peut-être plus manuels, qui vont être appelés à disparaître. Je pense notamment alors même si ça disparaît aussi pour d'autres raisons, mais le tri du courrier dans un certain nombre d'entreprises ou des choses comme ça. Ça, c'est des métiers qui vont disparaître, de plus en plus qualifiés. Donc, c'est comment on accompagne les travailleurs handicapés à monter en qualification, et ça, il faut le faire tout de suite, et en lien sans doute avec des études comme celle qui a été un peu présentée là, pour anticiper les métiers de demain et pas fourvoyer peut-être dans des formations des travailleurs handicapés vers des métiers qui n'existeront plus ou qui ne vont plus leur permettre de trouver un emploi. Donc, c'est de la formation initiale, de la formation tout au long de la vie. Et je pense qu'il faut rappeler à tous les travailleurs handicapés, en tout cas c'est le rôle de nos associations, à quel point la formation est essentielle et doit est un droit pour tous les salariés et aussi pour les travailleurs handicapés. Merci beaucoup Arnaud. Alors Emmanuel, je crois que tu as des questions. Oui, quelques-unes, notamment sur cette question de la formation. Et Arnaud vient de fournir une transition, mais je ne sais pas si Aline ou Hélène Garner voudraient réagir là-dessus. Est-ce que justement la crise ne complique pas l'accès à la formation, dont on sait qu'il est stratégique en temps normal et plus encore en période de transition de l'emploi? Alors, bien entendu, on a aujourd'hui, on est sur un contexte où chaque semaine est différente de la semaine précédente. Donc, se projeter, ce n'est pas forcément évident. En revanche, là encore, les moyens de formation se sont adaptés. On a peut-être plus de possibilités aussi, notamment sur les métiers tertiaires. Sur les autres métiers, ça peut être un peu plus compliqué. Mais en tout cas, je pense que là encore, la formation fait beaucoup de modifications de structure qui peuvent être bénéfiques à faire bénéficier un plus grand nombre de ces éléments en matière de formation. Oui, si je peux compléter. Hélène Garner. Ouais. La formation, alors ça a été dit, évidemment, il y a un enjeu de montée en qualification des travailleurs handicapés. Aujourd'hui, il y a seulement 6% de travailleurs handicapés qui sont cadres. Et je l'ai dit, ça va être une des tendances importantes des évolutions à venir, c'est la montée en qualification des postes. Donc, l'accès à la formation, il est facilité par le numérique. On a aujourd'hui de plus en plus de formations qui sont disponibles 100% à distance. Mais ça implique d'avoir accès aux outils numériques, ça implique d'avoir les compétences numériques nécessaires pour suivre les formations à distance. Et donc, en termes d'accessibilité, il y a encore du travail à faire, effectivement, pour que la formation à distance bénéficie aux travailleurs handicapés, mais c'est une opportunité, c'est sûr. Et je voudrais souligner un autre point, c'est qu'on sait aujourd'hui que la majorité des postes qui sont télétravaillables, ce sont des postes de cadre, donc ce sont les cols blancs.
Or, aujourd'hui, les travailleurs handicapés sont peu représentés dans les populations de cadres, et ce, même quand ils sont diplômés. Il y a des études qui montrent que même à caractéristiques égales, en termes de niveau de diplôme, ils accèdent moins au poste de cadre. Donc, il y a un plafond de verre à briser, sûrement en termes aussi d'accompagnement, de représentation du côté des entreprises. Mais sur les métiers en croissance, donc sur ces métiers de cadre, il faut favoriser leur accès à la formation et à ces métiers. Et pour revenir sur ce que disait M. de Broca, dans les métiers aujourd'hui occupés par les travailleurs handicapés, il y a des métiers qui vont être porteurs, notamment en lien avec la transition écologique, dans l'entretien des espaces verts et naturels, mais aussi dans les métiers du tri, du recyclage. Donc, il y a aussi des opportunités, il y a des enjeux d'orientation pour accompagner ces travailleurs vers ces métiers. Et puis, évidemment, l'accès aux métiers du numérique. Il y a des grandes écoles qui ont été labellisées par le gouvernement, notamment Simplon, qui travaillent auprès des populations handicapées pour favoriser leur formation vers ces métiers, qui sont des métiers porteurs et qui, en plus, vont être confrontés à des difficultés de recrutement. Donc là, il y a vraiment une opportunité. Merci beaucoup, Hélène Garner, directrice du département emploi France Stratégie. Merci à Aline Crépin, directrice de l'innovation sociale et des affaires publiques au sein de Randstad, directrice générale également de CLIF. Elle en a parlé, une entreprise adaptée de travail temporaire du groupe Randstad. Merci à Arnaud de Broca qui présidait le collectif Handicap, collectif qui regroupe une 50aine de personnalités. Vous êtes un plateau absolument formidable par votre concision, la précision de ce que vous dites, mais aussi votre capacité à faire des liens, parce qu'on voit déjà arriver des questions sur le télétravail dans le fil de discussion. On a également, au moment où vous parliez de Simplon, vu quelqu'un de chez Simplon arriver. Et donc, sur le télétravail et sur les façons de travailler, c'est le thème de cette deuxième séquence. Les nouvelles façons de travailler seront-elles plus asynchrones qu'elles n'étaient avant, plus délocalisées, le distanciel et le présentiel? Quels sont les rapports également qui vont se tisser entre les personnes qui travaillent et celles qui les payent? Je cherche des périphrases pour décrire à la fois le statut de salarié, de prestataire, d'entrepreneur. Avec nous, pour en discuter, 3 intervenants de nouveau que nous remercions vivement. François Dupuis, qui est sociologue des organisations, il a écrit de nombreux ouvrages, je cite le plus récent, « On ne change pas les entreprises par décret », c'est aux éditions du Seuil, et c'est le 3e tome d'une série intitulée « Lost in Management ». Pascal Levet, professeur associé à l'Université Lyon 3 en management et présidente de la commission études et recherches du Conseil d'orientation des conditions de travail, et Didier Roche, qui est le fondateur du groupe Ethic Investment, qui salarié une centaine d'employés, développe des restaurants, des spas, des boutiques sensorielles dans le noir. Didier Roche qui a aussi fondé l'association Hub Entrepreneur pour aider les entrepreneurs en situation de handicap à se déployer. Alors, même mécanisme que pour cette première séquence. Isabelle, avec toi, on va planter, et avec nos invités surtout, on va planter le décor, et puis ensuite, j'essaye de prendre quelques-unes de vos questions dans le fil de discussion. Isabelle. Merci Emmanuel. Alors François Dupuis, que l'on soit en situation de handicap ou pas, vous dites que toutes les conditions de travail s'améliorent, l'ergonomie, les métiers qui sont plus ouverts aux femmes, alors que dans le même temps, les conditions du travail se détériorent. On a des univers qui sont plus durs, des organisations plus exigeantes, et vous dites que toutes ces tendances finalement vont aller s'amplifiant demain si l'on ne réagit pas. Alors expliquez-nous. Alors, c'est effectivement une distinction que l'on peut faire si on prend un peu le temps long. Quand je dis le temps long, c'est le temps long, bien entendu, à notre échelle, c'est-à-dire sur à peu près les 50 dernières années. Sur le fait que ce que j'appelle les conditions de travail se soient améliorées, c'est quelque chose qui a d'ailleurs déjà été signalé dans la première table ronde. Je fais ici référence effectivement à l'ergonomie, à la pénibilité, à l'accidentalité, qui ont effectivement tendance à s'être beaucoup réduits. Et moi, dans mes études, je l'ai surtout noté, non pas par rapport aux situations de handicap, qui n'est pas mon sujet d'étude, mais je l'ai surtout noté par le fait que toute une série de professions, vues jusque-là comme essentiellement masculines, de par les efforts réelles ou supposées qu'elles demandaient, ces professions se sont progressivement ouvertes aux femmes. Et on voit bien que vous avez parlé tout à l'heure des charges, on peut parler aussi de la conduite d'engins, etc. Donc il y a petit à petit une amélioration considérable dans laquelle la technologie a joué un rôle tout à fait important. Donc les conditions de travail se sont améliorées. En revanche, si on regarde ce que j'appelle les conditions du travail, c'est-à-dire le type d'organisation dans lequel on est amené à travailler,
Là, on peut dire que ces conditions du travail n'ont cessé de se détériorer. Alors, je voudrais rapidement essayer d'expliquer pourquoi, surtout que là, on est en plein dans une analyse sociologique de phénomènes qui sont quelquefois peu perceptibles à l'œil nu. Ce que je veux dire par là, c'est que d'un certain point de vue, à la suite de la mondialisation, de la globalisation, les entreprises ont eu à faire face à une demande qui était en apparence une demande contradictoire. Le fait, pour faire vite, de vouloir plus pour moins, d'avoir affaire à des clients, et nous sommes tous des clients qui demandaient plus pour moins. Et pour faire face à cette demande en apparence contradictoire, il a fallu trouver une variable d'ajustement, et la variable d'ajustement, ça a été l'organisation du travail. Donc on a essayé de répondre à cette demande contradictoire en changeant l'organisation du travail. L'organisation du travail traditionnelle, celle du tayloriste, a été décrite comme extrêmement contraignante, mais c'est une critique d'intellectuel. En fait, le taylorisme est une organisation du travail extrêmement protectrice pour ceux qui travaillent selon ce mode-là. Donc je sais bien que Charlie Chaplin, et parce que tout le monde voit le travail à la chaîne, en a montré une image qui est ce qu'elle est, mais en réalité, le taylorisme, c'est un travail segmenté et séquentiel. Segmenté, c'est-à-dire chacun travaille dans un silo séquentiel. B fait son travail quand A a terminé le sien, et on est par conséquent en situation d'autonomie, et l'autonomie est probablement dans le travail la chose qui est la plus valorisée. Le problème, c'est que ce type de travail produit des biens et des services, même s'il protège bien ses membres, des biens et des services de faible qualité, à un coût élevé. Si le client n'accepte plus ces conditions-là, payer cher un bien ou un service qui n'est pas de bonne qualité, il faut travailler autrement. Et donc, on est passé à des formes beaucoup plus transversalisées du travail, basées sur la coopération, sur la collaboration, utilisez le mot que vous voulez, qui sont des mots à connotation extraordinairement positive, mais à des conséquences qui sont extrêmement dures. Et donc, du coup, on est arrivé à cette espèce d'injonction contradictoire qui n'est qu'une parmi toutes celles qui caractérisent le management. On dit aux gens, soyez autonomes dans votre travail, et en même temps, on leur dit, collaborez avec le plus de monde possible. La collaboration, c'est ce qui met en situation de dépendance. Nous avons horreur des situations de dépendance, c'est dur à vivre, ça n'est pas naturel, c'est contraignant, et donc c'est une pression toujours plus forte qui s'exerce sur les acteurs, sur les salariés, pour qu'ils soient dans cette situation qui est de plus en plus dure à vivre, qui est une situation de dépendance forte. C'est dans ce sens-là que je dis que les conditions du travail se sont détériorées et d'ailleurs ne cessent de se détériorer. Merci beaucoup François Dupuy. Emmanuel, je crois que tu avais des réactions ou des questions. Non, on suit le fil de discussion. Il y a une question qui va être incarnée littéralement dans quelques secondes sur le plateau, puisque une personne demande s'il y a des rôles modèles, c'est des personnes un petit peu exemplaires qu'on peut mettre en avant, des personnes en situation de handicap, des rôles modèles comme il y en a pour les femmes. Alors on peut vous dire que vous avez la possibilité en tant que participant à cette université de télécharger un dossier spécial de 4 pages réalisé par Le Monde et par Isabelle Mbel, qui en parlerait mieux au fond, mais qui justement a fait ce choix de raconter des parcours et voilà, d'instaurer finalement en forme de rôle modèle des personnes en situation de handicap qui font un travail de sensibilisation et absolument remarquable. Voilà, donc vous avez la possibilité de le télécharger et on est d'accord avec vous, il faut des rôles modèles dans ce cas-là. Et justement, il est incarné puisqu'on va donner la parole à Didier Roche. Didier Roche qui doit nous rejoindre. Je pense que Didier est là. Alors, si Didier n'est pas là, je pense qu'on va l'avoir. Ah, si, voilà. Didier est là. Alors justement, Didier, vous voilà rôle modèle. Vous avez écouté François Dupuy qui nous a dressé un panorama des conditions de et du travail demain. Est-ce que déjà en quelques secondes, vous souscrivez à cette analyse? Et puis, deuxième question, je vous la pose maintenant. Quel avenir vous anticipez pour les personnes en situation de handicap qui se lanceraient comme vous dans l'entrepreneuriat? Didier, on a un petit problème de son. Je ne sais pas si le problème vient du pilotage
à Lyon ou si ça vient de votre téléphone. En tout cas, on ne vous entend pas. Enfin, sauf si d'autres vous entendent, apparemment pas plus que moi. Non, on n'entend pas. Peut-être le temps qu'on règle le problème technique, Pascal Levé pourrait à ce moment-là intervenir. Ouais. Et on règle. Et Didier, on vous donne la parole dans 3 secondes. C'est juste que là, on voit que vous parlez, mais on ne vous entend pas. Alors Pascal, le monde du travail demain va devoir, qu'il le veuille ou non, se préoccuper de la question des cancers au travail. Vous dites que demain, les règles du jeu vont changer, que la santé, ce n'est pas simplement l'absence de maladie. Alors comment demain adapter des systèmes de travail qui permettront d'absorber les variations de la santé, Pascal Levé? Bonjour, merci pour votre question. J'emboîte le pas à François Dupuis et effectivement au contexte qu'il a décrit de manière saisissante, les conditions de travail qui s'améliorent, les conditions du travail qui se tendent. Et dans ce contexte, au-delà de la période hors norme qu'on vit aujourd'hui, dans ce contexte, un certain nombre d'évolutions qui ont aussi été abordées par Hélène Garner en tout début, un certain nombre d'évolutions vont rebattre les cartes de la façon dont on a conçu jusqu'à présent peut-être l'idée d'une certaine forme de soutenabilité des questions de santé au travail ou de travailler après ou avec une maladie. Alors bien sûr, la maladie n'est pas le handicap, la maladie n'est pas un handicap, mais certaines maladies, notamment des maladies qui se chronicisent, peuvent renvoyer à des situations de handicap en entreprise. Et le projet qu'on conduit avec le nouvel institut soutenu par la GFIP, le projet qu'on travaille, s'intéresse effectivement à la question du cancer comme étant une question qui nous permet de faire loupe sur un certain nombre d'enjeux, de catégories à partir desquelles on a beaucoup de mal à construire des situations de travail soutenables. Pourquoi ça fait loupe ? Ça fait loupe pour plusieurs raisons. D'une part, le sujet, il est devant nous. On ne sait pas très bien ce que donnera l'issue de la crise du Covid, bien sûr, mais le vieillissement démographique, évoqué tout à l'heure, l'amélioration des traitements, les progrès thérapeutiques, tout ça fait que de plus en plus, les populations actives vont s'enrichir de personnes qui sont en situation de travail, en situation de demander à continuer à travailler, alors même que leur état de santé, effectivement, peut être altéré, fluctué. Et donc, cette question-là va s'imposer d'autant plus que, par exemple, dans le cas du cancer, les études épidémiaux et les recommandations de la Haute Autorité de Santé sont désormais très claires. C'est-à-dire que, effectivement, des corrélations positives existent entre le fait de pouvoir continuer de travailler 5 ans après un cancer et l'espérance de vie en santé. Donc, la pression s'accentue et la pression s'accentuant sur les entreprises, un certain nombre de nouvelles réponses vont devoir naître parce qu'aujourd'hui, les réponses telles qu'elles sont construites dans le paradigme ordinaire pour causer riche du maintien, ces réponses sont extrêmement compliquées et passent très souvent à côté des attentes des personnes. Que sont ces réponses ? Ces réponses sont, quand on est malade, la seule solution, c'est une réponse juridique qui est l'arrêt à temps plein. Que quand on rentre pas forcément très en forme, la réponse juridique, c'est un temps partiel thérapeutique, lequel temps partiel thérapeutique peut renforcer les contraintes du travail en diminuant la durée. Donc là, on voit bien la distinction conditions de travail, conditions du travail. Et puis enfin, ça peut être effectivement dans un certain nombre d'entreprises le fait de dire j'ai pas d'autre solution que la reconnaissance de travailleurs handicapés. Excusez-moi, mon micro n'était pas assez près et dans l'éblouissement de la lumière, je ne voyais pas. Je suis désolée. Excusez-moi. Voilà. Donc on voit un cadre qui s'est construit dans le passé, qui s'est construit de manière, on va dire, très cohérente, mais qui aujourd'hui est débordé par le nombre de situations dans lesquelles les personnes réalisent que finalement, articuler le travail et la santé, c'est pas forcément plus de protection, moins de temps de travail, plus de générosité dans les dispositifs, mais c'est probablement des dispositifs différents, des dispositifs dans lesquels on va trouver davantage de marge de manœuvre, davantage de flexibilité. Et on y reviendra, je crois, dans la question suivante. Merci Pascal Levé. Alors Didier Roche, est-ce que l'on peut vous écouter ? Est-ce que vous m'entendez ? Oui, formidable. Un grand merci. Merci à vous, Didier. Alors, vous êtes vous-même un entrepreneur extrêmement
chevronné, même un serial entrepreneur, comme on dit de vous dans les pages du Monde qui sortent aujourd'hui. Alors justement, quel avenir vous anticipez pour les personnes en situation de handicap qui se lanceraient dans l'entrepreneuriat et que vous accompagnez, il faut le dire, avec H-Up Entrepreneur? Oui, que la GFIP soutient fortement, notamment avec un programme qui s'appelle Rebonti actuellement, TIH pour travailleurs indépendants handicapés, qui permet à des personnes handicapées entrepreneurs qui rencontrent des difficultés, notamment pendant cette période particulière de la Covid, d'avoir un soutien. Alors, lorsqu'on regarde les chiffres, notamment aux États-Unis, qui ont souvent une vingtaine d'années d'avance sur nous, on est aux alentours de 35% de personnes qui travaillent de manière indépendante. Et la loi a permis, notamment dans la loi de Macron, de définir et d'encadrer le statut d'entrepreneur handicapé, qu'il soit avec des salariés ou en indépendant. On appelle ça un travailleur indépendant handicapé, un TIH. En France, on est plutôt aux alentours de 10-15%, donc on voit qu'il y a encore au moins une vingtaine de pourcents, si l'on se fie donc à nos amis américains, de personnes qui potentiellement pourraient donc choisir comme mode d'emploi l'entrepreneuriat. Quand on fait des études on regarde les études sur les 40 dernières années, quels que soient les secteurs sociaux, quelles que soient les catégories socio-professionnelles, les secteurs d'activité, on constate qu'une trentaine de pourcents de personnes déclarent se sentir et être en capacité de pouvoir être indépendante, de pouvoir être entrepreneur dans son activité. Aujourd'hui, ce sont 75 000 personnes en France officielles qui sont en situation de handicap et qui ont un statut de travailleur indépendant et de personnes handicapées, donc un statut de TI aux yeux de la loi. Et c'est une voie de sous-traitance aussi que permet aujourd'hui la loi. Avant, on avait les ESAT et les EA qui rentraient dans l'obligation d'emploi au travers de la sous-traitance, et cette voie de travailleur indépendant handicapé le permet. Donc c'est une voie qui indéniablement devrait normalement pouvoir permettre à un grand nombre de personnes qui n'auraient pas d'emploi de trouver, de fabriquer leur propre emploi, ou à ceux qui voudraient se lancer dans l'aventure de pouvoir le faire. Aujourd'hui, il y a un cadre, notamment fortement soutenu par la GFIP, qui permet de faire tout un tas de choses. Merci beaucoup Didier. Alors François Dupuis, vous avez fait une importante étude sur le télétravail qui semble à ce jour promis un bel avenir. Or, dites-vous, les salariés finalement auraient tendance à montrer leurs limites, voire à freiner des quatre fers le développement du télétravail. Alors finalement, à quoi nous attendre demain? Alors, vous avez raison de dire qu'on a fait une étude extrêmement importante et pour être très précis, qui s'est étendue du mois d'avril 2020 au mois de novembre 2020 et qui a porté sur 9 organisations, 7 entreprises, une grande administration et une grande collectivité territoriale. L'étude ne portait pas d'ailleurs spécifiquement sur le télétravail, elle portait sur la façon dont était gérée la crise. Et ceux qui voudraient en voir les résultats les trouveront dans un article qui est paru justement dans Le Monde. Bien. Alors, par rapport au télétravail, nous avons fait 2 constats. Un premier constat qui a été rapidement évoqué tout à l'heure dans la première table ronde, qui est, il faut faire attention, le télétravail a été un fournisseur, si je peux m'exprimer ainsi, d'exclusion, un producteur d'exclusion. Et les exclusions ont été de 2 types, et pour certaines, elles continuent d'ailleurs. La première, ça a été une exclusion technologique, puisque c'est bien beau de vouloir mettre tout le monde en télétravail, mais encore faut-il que les entreprises aient des bandes passantes suffisamment larges pour accueillir tout le monde. Donc, les entreprises sont obligées de faire des choix. Elles choisissent ce qu'il faut connecter en priorité. Et si vous choisissez ce qu'il faut connecter en priorité, vous écartez ceux qui ne sont pas prioritaires. Et il ne faut pas longtemps pour comprendre qu'ils ne sont pas considérés comme prioritaires par l'entreprise et donc qu'ils s'interrogent sur la valeur de leur travail, sur le contenu de leur travail, sur l'importance de leur travail. Et nous, on l'a remarqué. Retourner en travail présentiel, ce sont ces catégories qui avaient été exclues qui ont été les plus réticentes à revenir dans le travail présentiel. Le deuxième mécanisme d'exclusion, j'en parle extrêmement rapidement, a été le fait des salariés eux-mêmes, puisque à côté des collectifs de travail, ils sont constitués des collectifs affinitaires, c'est-à-dire en utilisant essentiellement WhatsApp, pour des raisons que j'expliquerai ici, les bonnes raisons d'utiliser WhatsApp, et ils ont mis dans ces collectifs affinitaires des gens avec lesquels ils avaient envie de travailler, et pas spécialement tout le monde, ceux qui constituaient leur propre collectif de travail. Donc cette différence entre collectif de travail et collectif affinitaire a généré là aussi un phénomène d'exclusion.
Maintenant, là où je dis qu'il faut faire attention et que les salariés ne se précipitent pas sur le télétravail comme si c'était une merveille, c'est que vous avez vu au début, lorsque l'on a institué le télétravail, il y a des entreprises comme PSA qui ont dit « Allez, tout ce qui est télétravaillable, on va le mettre en télétravail ». Enfin, là, au sens où ils disent le télétravail, c'est bien, le présentiel, c'est absolument essentiel. Les relations, d'avoir un contact est un contact social. Et ça, c'est vu à travers un exemple, c'est que ce sont les jeunes qui ont été les plus réticents au télétravail, alors que l'on attendait que ce soit eux qui étaient les premiers à dire notre métier, on ne l'apprendra pas. François, la connexion saute beaucoup. Alors, on devine, je crois, les uns et les autres ce que vous avez envie de dire, mais on n'en entend plus qu'à peu près la moitié. Isabelle, peut-être une dernière question avant de prendre quelques commentaires ou questions des auditeurs. Pardon, François, on entend vraiment un mot sur deux. Donc, je pense que chacun perçoit le sens, mais c'est un peu compliqué. Didier Roche, en une minute, vous présentez l'auto-entreprise comme une solution pour créer son emploi aujourd'hui et surtout demain. Mais est-ce que finalement cette entreprise est accessible à tout le monde, à toutes les personnes, notamment en situation de handicap ? Alors, tout va dépendre du secteur d'activité dans lequel on veut se lancer. L'auto-entrepreneuriat, mais l'entrepreneuriat tout court, hein, on n'a pas que la forme d'auto-entreprise, il y a des tas de façons d'entreprendre. La SARL, la SASU, enfin, on ne va pas rentrer dans les détails du statut juridique. La grande difficulté, ça va être effectivement l'accessibilité, notamment à l'outil technologique. Et il faut faire attention à ce qu'on n'ait pas de rupture d'égalité parce que les entreprises concurrentes, les concurrents vont se digitaliser et n'auront pas de difficulté quant à accéder à l'information et à l'outil, là où parfois les personnes handicapées, je pense notamment aux personnes aveugles comme moi, rencontrons une véritable difficulté d'accéder à des outils qui nous soient complètement accessibles. Et là, du coup, on crée une rupture d'égalité, voire on pénalise la personne qui se lancerait parce qu'il n'y a pas l'accessibilité qui lui est possible pour être au moins au même niveau que les autres dans, par exemple, le fait d'exister sur Internet, dans, par exemple, le fait d'utiliser des logiciels qui permettent de gérer tout votre parcours client, votre parcours de prospection, on appelle ça des CRM, voire, de manière plus générale, des ERP, où on intègre la comptabilité et la gestion également des ressources humaines. Donc, selon les types de handicap, il peut y avoir des exclusions qui sont préjudiciables parce que la technologie ne permet pas l'accessibilité. Merci. Alors, Emmanuel, je pense qu'on va prendre des questions qui doivent être nombreuses. Des questions, des réactions. Il y a une question, Didier Roche, pour vous sur l'auto-entrepreneuriat qui pose aussi, nous dit un participant, la question de la protection sociale, bien moindre, dit-il. Alors, quand on est entrepreneur, il y a différents statuts et effectivement, l'auto-entrepreneur a été conçu pour avoir une charge minimale au départ. Il faut, pour se protéger et compléter sa protection, recourir à des assurances complémentaires. Donc aujourd'hui, on est à peu près à 25% de charge quand l'entrepreneur sur son chiffre d'affaires. Il faut donc prendre des assurances complémentaires. Un salarié aujourd'hui, si on cumule les charges patronales et les charges salariales, donc ce qu'il ne perçoit pas lui, est de l'ordre de 64%, donc on a encore un peu de quoi se protéger. On n'a pas le droit au chômage. Ça, c'est vrai que dès lors que l'activité s'arrête, on n'a pas encore ce droit au chômage, sauf si on paye une possibilité avec une assurance chômage. Donc il faut en fait se payer les compléments de couverture sociale que vous ne payez pas dans les charges de l'entrepreneuriat, dans l'auto-entrepreneur. Merci Didier Roche. Je vous lis deux commentaires par ailleurs. Celui de Laurie, qui est médiatrice du sport en entreprise, qui rejoint les propos qui ont été tenus sur les maladies chroniques qui peuvent être handicapantes. Le sport en entreprise, dit-elle, se développe et pourra favoriser le maintien dans l'emploi. Un autre commentaire, oui, pour la flexibilité, notamment dans les heures. Les créneaux de travail permettant de faire des pauses, c'est un besoin spécifique sur la question du handicap psychique. Question, je ne sais pas qui souhaitera répondre, elle me semble importante. La recherche de solutions nouvelles pour adapter le travail aux personnes ayant une maladie chronique ou un cancer, est-ce que la recherche de solutions nouvelles peut partir d'un bilan du dispositif de congé de présence parentale, dispositif qui permet à un salarié dont l'enfant a un handicap ou une maladie grave de s'absenter selon un calendrier flexible sur une longue période? Allez-y, Pascal.
Alors, effectivement, je veux bien répondre à cette question. Ce qu'on a beaucoup vu, en fait, dans les situations que j'essayais de caractériser tout à l'heure, c'est le fait que vous soyez malade, que vous soyez aidant, dans certains cas, que vous soyez en situation de handicap, ou que pendant la pandémie, vous vous retrouviez chez vous avec des enfants en bas âge, etc. Vous avez tous le même problème. Ce problème, c'est que vous ne savez pas comment vous allez pouvoir organiser votre capacité productive dans la journée. Elle va être variable d'un jour à l'autre et elle est même incertaine d'un jour à l'autre. Et donc, la solution qui rend finalement plus flexible la capacité de poser des congés est déjà une réponse à cela. Ce qui vous permet de ne pas paniquer le jour où, par exemple, vous vous rendez compte que vous n'y arrivez pas du tout. Mais il n'y a évidemment pas que cette solution. Parce que, encore une fois, l'idée de puiser uniquement là-dedans, c'est court comme modalité. La flexibilité des horaires qui vous fait dire que finalement, vous, si pendant la journée, vous avez des temps de visite, vous avez des temps de récupération, vous avez des temps de ceci ou de cela, et que par contre, le soir, vous pouvez loger 2 ou 3 heures de travail, et que là, par contre, effectivement, il faut que le serveur de l'entreprise soit à disposition, il faut qu'il n'y ait pas du droit à la déconnexion à 18 heures qui fait qu'on ne peut plus rien faire, et que finalement, les personnes qui ont d'autres types de besoins soient exclus de fait. Donc tout ceci encourage à combiner différents registres, à la fois réglementaires sur le plan des horaires, d'une forme de solidarité. Par exemple, des gens ont effectivement peut-être besoin de congés en plus, mais encore une fois, c'est souvent un pis-aller. Si on leur laissait plus de flexibilité dans leur organisation du temps de travail, ils n'auraient pas forcément besoin de poser ces congés en plus. Et puis, des outils, des systèmes, des dispositifs, de la polyvalence et de la solidarité aussi à l'intérieur des équipes. On évoquait tout à l'heure à quel point, avec François Dupuis, à quel point, effectivement, l'intensification du travail, plus les enjeux de coopération, de collaboration, avaient aujourd'hui furieusement complexifié la régulation, le travail des collectifs de travail. Si les managers ne savent pas intervenir, n'ont pas le temps d'intervenir, n'ont pas les outils d'intervenir, pour intervenir dans ces situations, pour pouvoir reconfigurer l'activité avec leurs collaborateurs, et en particulier ceux qui ont des besoins spécifiques, et encore une fois, il n'y a pas besoin d'être en situation de handicap ou malade, il me semble, pour avoir des besoins spécifiques, ceux-ci sont peut-être plus légitimes que d'autres. Mais bon, encore une fois, on peut imaginer que des entreprises inclusives vont s'intéresser à tout type de besoins. Donc l'enjeu, il est de flexibiliser l'organisation par tous les moyens. L'encadrement juridique des heures, de la durée, le management, et puis les outils de gestion. Merci beaucoup Pascal Levet, merci à tous les trois. Vous faites une sorte de concours dans les différentes séquences des invités les plus formidables qui font même les transitions puisque vous nous amenez sur la question du management. Alors, je précise quand même que sur la flexibilité, c'est effectivement quelque chose qui est apparu dans plusieurs commentaires pendant que vous vous exprimiez et lié à plusieurs, à plusieurs situations de travail ou à plusieurs formes de handicap. Merci beaucoup donc Pascal Levet, professeur associé à l'IAE de Lyon en management, présidente de la commission études et recherches du Conseil d'orientation des conditions de travail. Merci à François Dupuis. Pardon François Dupuis, à un moment donné, on vous a un peu perdu, ça a été regretté par un certain nombre d'intervenants, on s'en excuse auprès d'eux. Vous êtes sociologue des organisations. L'avantage avec vous, c'est qu'on peut se rattraper en lisant vos livres, et notamment le dernier, On ne change pas les entreprises par décret, qui est sorti aux éditions du Seuil. Et merci à Didier Roche, rôle modèle, grâce à Isabelle Henbel et au supplément de 4 pages qu'elle a coordonné aujourd'hui dans Le Monde, à l'occasion de cette université organisée par la GFIP. Didier Roche, fondateur du groupe Ethic Investment, mais également de l'association Up Entrepreneurs. Dernière séquence de cette conférence où on a posé la question qui travaillera demain, on a posé la question ensuite de savoir quelles seront les nouvelles façons de travailler. Alors évidemment, tout ça est très lié. On va interroger maintenant la question du comment et à travers elle la question du management, qui vient d'être mentionnée, et puis la question du sens et vers quel type d'organisation va-t-on, et puis de manière très très simple, comment peut-on aligner ses valeurs avec celles de son employeur. Et pour en parler de nouveau, 3 intervenants, Virginie Delalande, qui est coach et conférencière et qui a fondé le cabinet Handicap Power, Philippe Durance, professeur au CNAM, titulaire de la chaire Prospective et Développement Durable, et enfin Martin Richer, fondateur du cabinet Management et RSE. Isabelle, à toi. Merci Emmanuel. Alors Philippe Durance, en quoi le télétravail va-t-il transformer le management de demain et quels sont les risques et les gains qui sont associés à ces transformations ?
Oui, bonjour, hein, merci de m'avoir invité avec vous. Alors, oui, le télétravail, on en a toujours une image soit positive, soit négative, mais en fait, quand on regarde un peu ce qui peut se passer, on est plutôt dans l'entre-deux, c'est-à-dire qu'on a une réduction des risques, ça c'est clair, notamment liés au trajet, voilà, liés au risque d'accident, à la diminution de fatigue, à l'augmentation du sommeil, hein, qui sont des choses très concrètes, on va dire, dans la vie quotidienne. Mais on a aussi de l'apparition de risques sur cet aspect purement individuel, notamment lié au logement. Évidemment, c'est très difficile pour les employeurs d'aller, pour plein de raisons, y compris illégales d'ailleurs, hein, d'aller voir ce qui se passe ou d'aller constater les conditions de travail chez les gens, chez les salariés. Hein. Donc, il y a des risques importants à ce niveau-là, et que ce soit en termes d'ergonomie, en termes d'alimentation électrique. Là encore, ce sont des choses qui sont très, très concrètes. Mais qui posent un certain nombre de questions et qui sont difficilement contrôlables ou manageables ou gérables par les organisations et par les entreprises. Ça, c'est pour l'aspect plutôt individuel. Après, il y a aussi des incidences importantes en termes de comportement. Il y a des bénéfices, pour le coup, là, je pense, vraiment importants sur la prise en charge pour les personnes en fragilité, sur le plan de la santé. Donc, là, on retrouve l'autre aspect du déplacement, c'est-à-dire qu'on ne se déplace plus, on est dans un univers plus calme, on peut accéder plus facilement aux soins, on peut gérer l'accès aux soins de manière plus facile, on va dire, plus simple. Par contre, il y a aussi une aggravation des risques possibles pour les personnes qui souffrent de fragilité psychologique. Le fait d'être, on en a parlé, hein, ça a déjà été évoqué, le fait d'être isolé, on va dire, notamment, peut avoir la solitude peut avoir des effets importants. Les problèmes de régulation sociale, de lien social ont évidemment des conséquences importantes. Donc là, il y a une difficulté pour les organisations et pour les entreprises d'appliquer des politiques de qualité de vie au travail qui soient assez importantes. Et puis après, on a des variables. Voilà. Et alors les variables, c'est que ça peut aller dans un sens ou dans l'autre. On va parler d'alimentation, on va parler de sport, hein, ça a été dit aussi, le sommeil, les addictions qui peuvent être améliorées ou dégradées. Bon, voilà, il y a des choses sur lesquelles on a des possibilités, on a des leviers possibles en tous les cas à ce niveau-là. Merci Philippe. Martin Richer, dans quelle mesure le management par l'innovation est-il porteur d'opportunités pour la personne en situation de handicap dans le monde du travail, et surtout, est-ce que vous avez des exemples concrets? Ah, on ne vous entend pas très bien, pas du tout. On n'a pas de son, Martin. On va sans doute régler le problème comme on a brillamment réussi. Ah, voilà, on vous entend, Martin. Là, j'ai enfin été autorisé à activer le micro. Vous voyez que le handicap, c'est l'usage. Le handicap, c'est-à-dire être empêché, ça provient du contexte d'utilisation. Là, j'étais empêché d'utiliser une fonction technologique. Et pour répondre à la question, handicap et innovation, c'est effectivement ça qui me semble absolument marquant. C'est que la loi de 2005, celle qui structure la politique publique autour du handicap de la part de l'État, la loi de 2005 définit le handicap comme étant une limitation. Plus exactement, pour reprendre les termes exacts de la loi, une limitation d'activité. La loi dit également une restriction de participation. Donc, on voit bien qu'on est un pays de droit latin, donc le droit, ça compte. Et finalement, tous autant que nous sommes, dans nos entreprises, dans nos associations, ou en tant qu'entrepreneurs ou citoyens, on reprend cette représentation. Donc, effectivement, le handicap est une limitation. Il y a d'autres approches possibles, notamment l'approche anglo-saxonne. Je ne suis pas fanatique de l'approche anglo-saxonne, mais qui, elle, regarde le handicap par le prisme de la diversité. Quand vous regardez le handicap par le prisme de la diversité, vous êtes plus intéressé par la singularité de la personne handicapée et donc par les atouts qu'elle peut acquérir, d'où la notion d'innovation. Et dans ce cas-là, le handicap peut être vu aussi comme une possibilité de dépassement. Donc c'est ça qui me semble très important. En fait, quand on regarde les personnes handicapées au travail, on constate que pour compenser leur handicap,
les personnes handicapées développent des stratégies de contournement, d'adaptation sur leur savoir, sur leur savoir-faire, sur leur savoir-être, c'est-à-dire les 3 grandes composantes des compétences. Et ces stratégies de contournement modifient les contextes d'appropriation du travail et d'utilisation des outils de travail. Et c'est ce qui permet d'améliorer finalement l'expérience, la créativité et, j'y reviens, l'innovation. Alors, un exemple concret, c'est ce qu'a fait la SNCF sous la houlette de David Sands, qui était il y a quelques années le patron de l'innovation de la SNCF, qui emploie des personnes handicapées, notamment pour les faire travailler dans des contextes compliqués. Par exemple, une gare. Une gare, c'est un lieu évidemment d'importance majeure pour la SNCF, mais c'est aussi un lieu très handicapant, parce que c'est bruyant, parce qu'il y a plein de monde, etc. Quand vous êtes un malvoyant ou un malentendant dans une gare, c'est extrêmement difficile. Il faut que la SNCF soit capable de vous donner des moyens de vous aider, par exemple, à vous orienter. Mais quand vous êtes un enfant, quand vous êtes un valide étranger, donc vous ne maîtrisez pas la langue, donc vous avez plus de mal à comprendre les annonces sonores, là aussi vous avez un handicap, même si ce n'est pas la même nature de handicap. Et donc le fait de travailler avec des personnes handicapées, de les voir comment ils se déplacent dans une gare à une heure d'affluence, donne des idées à la SNCF pour améliorer le sort, bien sûr, des personnes handicapées, mais également l'expérience de tous les usagers, quels qu'ils soient. De la même façon, les nouvelles rames de TGV ont été conçues en partie en regardant comment les personnes handicapées se déplacent dans les rames de TGV qui sont en mouvement. Et effectivement, les enseignements qui en sont tirés vont aussi aider les valides. Parce qu'une personne qui a un enfant dans une main et une valise dans l'autre main va se déplacer avec des difficultés, elle aussi, même si elle est valide. Donc voilà, l'idée que je veux faire passer, et je m'arrête là parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, c'est bien celle-là, c'est que parce qu'on regarde aussi le handicap comme un des aspects de la diversité, alors, si on a ce regard bienveillant, on peut intégrer le handicap dans les facteurs d'innovation et faire évoluer les contextes de travail. D'où une sorte de renversement. En intégrant le handicap en amont des processus d'innovation, on transforme le handicap d'une certaine façon en un atout. Merci beaucoup Martin pour tous ces éléments. Virginie Delalande, je pense que voilà, je vous vois. Bonjour Virginie. Vous suivez nos échanges via les sous-titres, les sous-titrages. Comment mettre en place, Virginie, un management qui intègre vraiment le handicap dans l'entreprise? Alors pour moi, dans une équipe, on a tendance à considérer la personne handicapée comme étant la seule à avoir des vulnérabilités. Et on a tendance qu'elle soit libre à corps ouvert, sans pour autant savoir toujours créer un environnement propice. Nous le savons tous. Déclarer ce handicap est une démarche difficile, souvent la première fois, surtout quand on a l'impression d'être le seul à devoir le faire. Et en fait, dans une équipe, tout le monde a des vulnérabilités, des choses dans lesquelles on n'est pas à l'aise. Certains ne sont pas du matin, donc pas mentalement opérationnels, on va dire. D'autres ont des problèmes d'organisation, d'autres ont peur de parler au public, d'autres habitent loin, etc., etc. Et dans une équipe, chacun a son rôle, sa place, ses forces, comme dans une équipe de rugby. Donc on ne met pas un ailier à la place d'appuyer. Et tous les bons managers le savent. Pour pouvoir tirer le meilleur de chacun, il faut éviter de nous mettre en position de faiblesse. Donc, en fait, nous avons tous un manque de points. Donc, à chacun de l'équipe de partager le sien. Quelles sont les difficultés de chacun? Quels sont les besoins? Comment peut-on y pallier, lui éviter que la situation inconfortable se produise? De quoi a-t-on besoin pour avoir une configuration de travail idéale pour chacun? Donc, dans mon cas, par exemple, je ne comprends pas quand on me parle un autre jour parce que je ne vois plus les lèvres de mon interlocuteur. Alors, je lui demande de se déplacer, puis c'est moi qui me déplace. Pour les réunions, normalement, je ne comprends pas quand il y a plus de 3 personnes.
Et je mets en place un aménagement de poste qui me permet d'avoir la retranscription écrite des échanges. Mais en fait, partager ce monde d'emploi, ça veut aussi dire faire profiter notre pays de ses forces, de ses talents naturels. Par exemple, je lis 2 fois plus vite que la moyenne. Je sais aussi sentir les gens, savoir s'ils me disent la vérité ou pas, s'ils me cachent des choses. Et ça, c'est très pratique pour négocier des contrats à plusieurs millions. Et là, quand on a tout ça en tête, on voit bien qu'il s'agit avant tout d'une question de management universel et non pas d'un management à adapter à un handicap. Arrêtons de voir le handicap comme le problème. Il s'agit d'une singularité comme n'importe laquelle. Et n'oublions pas que seuls 10 à 15% des handicaps nécessitent un aménagement de poste. Donc, il faut juste remettre les choses à leur juste place. Voilà. Merci Virginie. On a une réaction, vous êtes extrêmement populaire, on parlait de rôle modèle tout à l'heure avec Didier, eh bien vous en êtes un autre. Nous avons par exemple Dominique Dupaty qui dit « Ravi de rencontrer enfin Virginie ». Il faut le dire, vous êtes très présente, notamment en ligne. Et puis vous avez écrit l'ouvrage « Abandonnez jamais » aux éditions Kawa. Et on peut vous retrouver, vous avez fait des TEDx, toutes sortes de choses. Donc on ne va pas hésiter à aller vous suivre sur les réseaux sociaux notamment. Alors, Philippe Durance, on va passer au mode d'organisation. Ces modes d'organisation vont-ils fondamentalement évoluer, changer avec le télétravail, sachant que les travailleurs veulent d'un côté plus d'autonomie, mais de l'autre demandent aussi plus de réassurance. Alors, comment s'y retrouver ? Là, on ne vous entend pas. Voilà, j'ai été autorisé également à mettre le micro. Merci. Oui, je disais, ça peut paraître paradoxal. Et effectivement, alors je pense qu'il y a quelque chose qui se dessine, c'est-à-dire que entre le tout présentiel, centralisé dans une entreprise, dans une organisation, et le tout distanciel, décentralisé chez soi, avec tous les risques éventuellement que ça peut générer. On voit aujourd'hui, alors ça reste prospectif évidemment, mais c'est pas inintéressant, c'est plus de l'ordre du signal faible qu'autre chose. Revenir un peu au goût du jour, les organisations distribuées et notamment territorialisées, c'est-à-dire où les gens pourraient à la fois avoir l'avantage de rejoindre un lieu de travail et de retrouver du lien, de l'échange, des moyens aussi, hein, tout simplement, informatiques, techniques, tout en restant près de chez eux. Donc, sans aller forcément dans des lieux où les gens s'empilent les uns sur les autres, bon, pour caricaturer un peu. Voilà, donc des sortes d'organisations comme ça, encore une fois, très territorialisées. Donc, ce n'est plus des organisations par entreprise, c'est plus des organisations par territoire, des sortes de coworking, comme on dit, mais de manière encore une fois, plus proche des gens, plus dans la proximité des gens. Ça, on voit ce genre de choses apparaître là encore récemment. On voit pas mal de signaux qui tendent vers ça, avec cet avantage effectivement que les gens ont besoin de cadres quand même. C'est-à-dire que et les entreprises ont besoin de garder le lien aussi. Donc une manière de chacun s'y retrouve, c'est peut-être ça, sans forcément forcer les gens à se déplacer, à faire des longs déplacements comme on connaît dans les grandes métropoles en tous les cas. Voilà, il y a cette solution hybride qui commence à apparaître. Merci beaucoup, Emmanuel. Est-ce que nous avons des questions de nos internautes ? Il y a des questions, il y a des réactions. L'heure vient aussi d'un dernier tour de table pour clore cette conférence et pour clore cette séquence. Peut-être, je vais me permettre une question un petit peu mouche du coche ou une question avocat du diable pour clore aux uns et aux autres. Virginie Delalande, de manière très poignante, ça a été relevé d'ailleurs par plein de témoins, dit il faut regarder le handicap, c'est une différence comme les autres. Martin Richet prenait l'exemple du TGV réaménagé en pensant aux personnes en situation de handicap et en disant
à partir du moment où ça fonctionne pour les personnes en situation de handicap, ça marche pour tout le monde. C'est quelque chose qu'on retrouve d'ailleurs en règle générale en urbanisme. C'est qu'une ville, quand on parle beaucoup de la ville inclusive, en fait, on se rend compte que si on la pense pour les personnes en situation de handicap, elle va être inclusive pour plein de gens qui ne sont pas dans cette situation-là. Mais est-ce que vous trois, vous ne craignez pas en insistant là-dessus, on nie ou on ne mentionne pas le fait qu'il y a dans la situation de handicap quand même quelque chose de différent pour le coup, qui est le caractère implacable et irrévocable de la chose et le fait qu'on est soi-même voilà, victime d'une situation qu'on n'a pas choisie. Enfin, je ne sais pas si ma question est très claire, mais je pense que vous en percevez je suis sûr que vous la comprenez. Voilà, et ça pourrait faire une jolie conclusion. Je veux bien vous entendre tous les trois. Alors Virginie, je vois que vous essayez je vois que vous parlez, vous n'essayez pas, vous y arrivez, mais en revanche, il faut qu'on vous branche le micro, c'est surtout ça. On va vous le brancher. Si on peut ouvrir le micro de Virginie. Alors, en fait, je n'ai pas repris la question, puisqu'au niveau du sous-titrage, je ne suis pas. Donc, j'essaye de rattraper. Et dès que j'ai eu ma question, je reviens vers vous. Alors Virginie, je vous écris la question dans la zone de dialogue directement pendant que les autres répondent, d'accord? Alors peut-être je prends la suite, je relève le gant de l'avocat du diable. Oui, effectivement, mais ce qui est intéressant, c'est de constater que cette assimilation du handicap à la limitation, elle pose quand même une difficulté, elle crée une barrière et elle est notamment assez fortement ancrée chez les managers, et notamment les managers de proximité, qui sont ceux qui prennent des décisions d'embauche, de promotion, etc. Alors notamment, moi, je voudrais citer les recherches très intéressantes qui ont été faites par un chercheur qui s'appelle Patrick Charnitsky, qui travaille à l'Université de Picardie. Il a fait une étude sur un échantillon important de managers et il constate qu'effectivement, les managers ont une vue déformée, c'est-à-dire exagérée, sur le handicap. Par exemple, quand il pose la question, à votre avis, quel est le pourcentage des personnes en situation de handicap qui sont en fauteuil roulant, la moyenne des réponses, alors avec des écarts types relativement importants, mais la moyenne des réponses se situe autour de 12%, alors que la réalité est plus autour de 2%. Donc, vous voyez, il y a une exagération des facteurs de difficulté d'accès au travail et d'insertion dans le travail. Deuxième constat de ce chercheur, plus les managers sont élevés dans les hiérarchies, plus leur représentation sur le handicap est biaisée. Et enfin, dernier constat qui me paraît important, c'est que lorsque les managers sont amenés à travailler avec des personnes handicapées ou à en embaucher, encore mieux, eh bien dans ce cas-là, leur représentation évolue positivement, c'est-à-dire se rapproche de la réalité. Donc c'est ça qui me paraît majeur, c'est qu'effectivement, il faut changer les représentations pour permettre à insérer correctement le handicap dans les processus de travail. Merci beaucoup, Philippe. Et le temps que Virginie voit ma question, que j'ai très très mal reproduite à l'écrit, mais je pense qu'elle en saisira le sel. Oui, bon, enfin moi je vois bien hein, le sens aussi de votre question. Pour autant, moi je crois fondamentalement, ça a été dit un peu au début aussi, vraiment fondamentalement au pouvoir de la diversité et de la reconnaissance de la diversité. C'est un principe fondamental du vivant. On peut le retrouver à toutes les échelles, dans tous les écosystèmes, dans tous les milieux. Sans diversité, on meurt. Voilà. Et donc, je pense que le handicap, entre autres, mais voilà, les formes de limitation, on a tous des limitations, hein, et on est tous différents. Et je pense que c'est vraiment là-dessus qu'il faut agir. Voilà. Merci beaucoup. Virginie, est-ce que vous avez eu le temps de prendre connaissance de la question? Alors, merci d'avoir retraité par écrit la question. Pour répondre à ce point, alors, vous me donné envie de partir sur une conférence de 50 minutes, celle que fait en entreprise, qui s'appelle Milieu sur la diversité. Mais essayez de vous faire une version courte. Je n'ai pas peur de cet écueil. Mais qu'à présent, pour moi, la société avait quand même une vision très
sociale du handicap. On va sauver les handicapés, on va leur donner une vie professionnelle, parce que quand même les pauvres vivre avec des allocations, ce n'est pas très valorisant. Et là-dessus, je suis complètement d'accord, on veut quand même un peu mieux que vivre d'allocations. Parce que en côtoyant ces personnes au quotidien, eh bien, j'ai découvert personnellement des histoires incroyables, des innovations extraordinaires, des personnes qui font évoluer la science et des personnes qui relèvent des défis que tout le monde pensait impossibles. Et alors, concrètement, quel est notre intérêt à nous? Quel est l'intérêt pour une entreprise d'avoir des personnes handicapées au sein de ses effectifs? Ma question me fait rire. Et ça revient à ce que vous disiez. Et ce que j'aime bien répondre, c'est quand on a vu d'un employé performant, qu'il apporte innovation, créativité, qu'il soit capable de se surpasser, et si possible, qu'il apporte des parts de marché supplémentaires. Ça, c'est le top, on est d'accord. Et donc, la diversité qui se rapproche le plus de ce profil, ce sont les personnes handicapées. Pourquoi? Parce qu'elles sont régulièrement face à des difficultés dans leur vie professionnelle ou personnelle. Elles ont l'habitude de ne pas se décourager, d'aller chercher des solutions pour se surpasser. Elles font preuve de résilience en permanence. 2, une personne handicapée n'est pas dans le moule. Donc, elle voit immédiatement la taille des entreprises, soit qu'il manque dans les produits, les services pour répondre à leurs besoins. Donc, innovation, créativité. Ensuite, merci. Personne handicapée et soudain empathique. Donc, si un client ou un collaborateur a besoin d'aide, elles sont là pour répondre. Merci beaucoup, Virginie. Je suis désolé de vous couper la parole ainsi, mais l'horaire était assez tenu. Merci mille fois à vous, Virginie Delalande. On vous retrouve, vous êtes coach, conférencière, vous avez fondé le cabinet Handicap Hour. Philippe Durance, professeur au CNAM, titulaire de la chaire de prospective et de développement durable, et Martin Richet, qui a fondé le cabinet management et RSE. Isabelle, merci beaucoup à toi. On a plein de nouveaux sujets pour les prochaines universités. Est-ce que les représentations ne commencent pas dès l'école? On n'a pas parlé de femmes et handicap, la double peine. Est-ce que toutes les formes de handicap ne sont pas identiquement perçues? Certaines sont plus facilement admises que d'autres. C'était quelques-uns des commentaires qui ont été envoyés. On n'a pas eu le temps de tout, de faire réagir nos invités à tout. On a fait de notre mieux néanmoins. Merci mille fois, non seulement aux 3 participants de la dernière séquence, mais également aux 9 participants de l'ensemble de cette conférence. Et bonne suite d'université. Hugues, je ne sais pas si c'est vous qui prenez le relais pour dire bon appétit et au revoir. En tout cas, merci à vous toutes et à vous tous. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt.